toutes et à tous, chers élus, bienvenue dans ce deuxième épisode des webinars confinés d'Uracen. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux synergies gagnantes entre les collectivités et donc Uracen, en réalisant un focus tout particulier sur le territoire des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Dans cette perspective, nous avons le plaisir d'accueillir 3 témoins qui ont accepté notre invitation. Monsieur Bertrand Demouy, adjoint aux associations de la mairie de Moreuil. Monsieur Demouy, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Ainsi que sa collaboratrice, Madame Caril, secrétaire générale et secrétaire du maire de la mairie de Moreuil. Oui. Merci d'être parmi nous, Madame Caril. Ainsi que Delphine Demaille, qui elle se présentera bien sûr après et notamment son activité, mais qui est coordonnatrice de l'association Harmonescence. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame Demaille. Bien sûr, pour nous accompagner comme toujours, puisque c'est leur expertise, Éric Mick, président, et Carlos Lopez, responsable du développement d'Uracen. Nos deux responsables représentants de la structure pourront expliquer leur travail au quotidien et préciseront surtout les services qu'ils délivrent aux collectivités. Et nous pourrons évoquer bien sûr les différentes collaborations qui sont présentées aujourd'hui. Alors avec ce superbe panel d'invités, nous allons nous poser les questions suivantes. Comment les collectivités peuvent-elles à la fois structurer, sécuriser et dynamiser leur vie associative? Comment mettre en place un partenariat gagnant avec l'Uracen pour compléter, j'allais dire, l'offre de services qui peut exister dans votre structure, dans votre mairie, dans votre commune, au profit, bien sûr, de votre tissu associatif et de l'engagement des citoyens. C'est donc l'enjeu de notre rendez-vous de ce jour. Avant de commencer et de démarrer avec les invités, je tenais à préciser à nos auditeurs et auditrices que ce webinaire a vocation à être enregistré pour pouvoir être réutilisé et que vous pouvez aussi poser vos questions grâce à l'outil proposé par Google Meet. Ensuite, pour le confort de chacun d'entre nous, je demanderai aux différents participants de bien vouloir couper leur micro quand ils n'ont pas vocation à intervenir. Très bien. Avant de commencer nos échanges, je voudrais venir vers Éric Milk, président d'Uracen. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comme point de départ quel est l'objectif d'Uracen? C'est une association de loi de 1901 qui existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, quelle est sa raison d'être? Donc, Uracen, Union régionale des associations culturelles et éducatives des Hauts-de-France, donc met son expertise et ses différents réseaux au service de deux types de publics. Les collectivités, pour développer et les accompagner dans le développement de leur vie associative, et aussi les associations. Concernant les collectivités qui nous rassemblent ce soir, nous proposons donc un accompagnement personnalisé sur les différents projets qu'ils souhaitent mettre en place, ainsi que de la formation, que ce soit pour leurs élus, pour leurs agents territoriaux ou pour les bénévoles de leur association. Très bien, merci. On accueille également Carlos Lopez, qui sillonne, lui, au quotidien les territoires de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme. Carlos, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes quelle est votre mission au quotidien et nous expliquer les tenants et aboutissants de votre travail? Alors, l'Uracen, au niveau de la Picardie, de l'ex-Picardie, c'est surtout d'être à l'écoute des communes, mais aussi des associations qui ont besoin. C'est conseiller et donner notre expertise. On est une équipe en région qui accompagne les communes sur divers sujets, que ce soit la prise en charge des dossiers, une aide à la prise en charge des dossiers de l'associatif, mais aussi un peu plus technique sur tout ce qui est formation.
Voilà, c'est un peu le travail que j'ai dans l'ex-Picardie et en l'occurrence dans la Somme et à Moreuil et même à Abbeville. Très bien, à la fois les formations pour lesquelles on connaît bien l'Uracen, mais aussi l'accompagnement, le service et l'aide aux associations et aux collectivités. Je vous propose de regarder Tout à cette fait. petite vidéo qui a le mérite de récapituler l'activité d'Uracen. Bien. Voilà, je vais m'adresser dans un premier temps à Monsieur Demouy. Monsieur Demouy, quand on a échangé ensemble pour préparer ce webinaire, j'ai compris rapidement que vous aviez finalement une double casquette, puisque vous venez d'être élu aux dernières échéances des élections municipales et vous avez aussi un long parcours associatif, puisque vous étiez président de l'école de musique, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Alors, ceci explique peut-être aussi cela. Hein. Si je suis là parmi vous aujourd'hui et que je connais un peu et je fréquente un peu Uracen, c'est aussi pour l'avoir vécu et essayé, j'allais dire, en tant que président d'association. Par contre, aujourd'hui, du fait de ma casquette d'élu, j'ai cédé ma place dans les organes de direction au niveau associatif. Il ne faut pas d'amalgame ni même de cumul. Voilà. Oui. Et éviter les subventions trop importantes pour l'école de musique, j'imagine. L'école de musique chez nous est intercommunale et nous, on défend un budget communal. Donc voilà, on est sûr de ne pas mélanger les genres. C'était une plaisanterie, on peut évidemment difficilement être jugé parti dans ce genre de choses. En tout cas, c'est ce qui vous a permis de découvrir Uracen et ses services, hein, c'est ça. Comment vous travaillez auparavant avec cette école de musique, avec Uracen? C'était surtout les formations, c'est ça, vous m'avez dit, et puis de l'aide à se structurer, c'est ça? Voilà, tout à fait. Parce que toutes les associations sont de taille un petit peu différente. La nôtre avait cette spécificité d'avoir beaucoup d'intervenants, 17 intervenants, et on s'est structuré avec une nouvelle association. On est passé du statut auto-entrepreneurial au statut salarié. Donc, il a fallu vraiment structurer les choses. Et puis, par rapport à l'importance du budget de fonctionnement et du nombre d'intervenants, il fallait qu'on ait une comptabilité suffisamment construite et
est tout en règle. Donc d'un point de vue statut, d'un point de vue paye, d'un point de vue formation, accompagnement, conseil, etc., on a eu l'occasion de solliciter Urasen à plusieurs reprises sous l'ensemble de ces domaines. Et donc, fort de cette expérience-là avec Urasen et l'école de musique, vous commencez votre mandat en identifiant un certain nombre de besoins sur un tissu associatif que vous m'avez dit plutôt très dynamique et assez conséquent pour 4000 habitants, près de 60 associations, c'est bien ça? Voilà, alors moi j'ai la chance de prendre en main un domaine que je connais un petit peu, voilà, maintenant de l'autre côté de la barrière, mais effectivement, Moreuil a toujours eu une politique dynamique incitative pour les associations, puisqu'on a un budget assez conséquent au niveau des subventions, et puis 62 associations, alors effectivement, il y a une vraie volonté politique de dynamiser le territoire, et c'est culturel sur sur une ville ou sur un bourg qui a été longtemps industrialisé autour de la fabrication de la bonneterie, des métiers à tisser, etc., qui a subi la crise, mais qui dans son ADN, j'allais dire, et dans sa culture humaine est très fortement ancrée, associative. Et il y a beaucoup de Moreuillois, il y en a plus de la moitié qui sont membres d'associations ou touchés directement par le tissu associatif. Donc il y a une vraie culture associative au niveau de la commune, et donc c'est tout naturellement que le maire, la commune et ses services ont une vraie vocation et une vraie appétence pour accompagner les associations au quotidien. En fait. Une personne sur deux, c'est vrai que ça paraît très conséquent. Une fois qu'on a dit ça, qu'on analyse ce dynamisme associatif, on essaye de cerner des besoins. Quels sont ceux que vous avez bien identifiés parmi ces associations? Est-ce que c'était les mêmes que celles qui étaient dans votre école de musique? Est-ce que c'est plus élargi? Comment vous voyez les choses? Oui, alors pas du tout. C'est très élargi parce qu'en fait, on a énormément d'associations, de toutes petites associations avec 2-3 adhérents qui ne sollicitent pas de subventions et qui ne pensent pas non plus avoir un cadre légal très rigoureux, une déclaration, une assemblée générale, ne serait-ce que de se faire connaître auprès des services de la mairie avec des coordonnées, etc. Donc, c'est un des points de base. Et puis après, d'autres associations qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, de structuration, de subventions, qu'on puisse les accompagner dans le domaine légal, de la formation et autres. Donc voilà, les problématiques sont éparses et on s'aperçoit de points j'en parlais comme anecdote. C'est vrai que moi j'ai assisté depuis mon élection à quelques assemblées générales. Je m'aperçois que même dans des associations qui sont là depuis de nombreuses années, il y a parfois un manque de formalisme lors des assemblées générales sur le fait de voter le rapport moral, voter le budget, élire les nouveaux représentants, etc. Et puis, je m'aperçois avec ma collègue au niveau du secrétariat que pour le suivi administratif de qui est en contact, qui est référent pour une association, il y a un gros travail à effectuer. Ouais. Du coup, vous faites ma transition avec votre collègue qui est assise à vos côtés. Vous pouvez déjà, merci d'être avec nous et bienvenue à vous, Madame Carry. Est-ce que vous pouvez compléter ce propos c'est un besoin de se conformer, c'est un besoin de se sécuriser, c'est un besoin d'être accompagné sur tous ces développements juridiques et sociaux. C'est finalement aller chercher la possibilité de monter ces projets dans un cadre qui convient et d'aller au bout de ces projets, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Madame Carrel, en fait, et non Caril. Pardon, j'ai cru que vous pouvez… Oui, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est vraiment un besoin. C'est vrai que moi, régulièrement, j'ai pas mal d'associations qui m'appellent. Ça peut être pour n'importe quoi, en fait, pour les salles communales, pour les dossiers de subvention. On a eu aussi pas mal d'associations qui nous ont appelés. Donc, c'est vrai qu'il y a un besoin d'un référent en mairie, en fait, pour les aider. Et comment vous articulez votre collaboration avec Urasen dans cette logique, du coup?
Il m'arrive parfois, quand j'ai un doute, ça peut être sur n'importe quelle question, il m'arrive parfois d'envoyer un mail à M. Lopez pour lui demander confirmation, en fait. Je ne sais pas tout encore au niveau des associations, donc c'est vrai que parfois je lui envoie un mail, une question, une simple question, et voilà. C'est sûr que les choses sont parfois complexes quand on a une bonne idée ou une envie de faire quelque chose de bien à travers un projet associatif. On se rend compte quelquefois que les démarches inhérentes à pouvoir monter son projet sont quelquefois assez fastidieuses. Carlos, vous êtes dans une configuration où, on le disait tout à l'heure, il y a ville moyenne, mais avec un tissu associatif dynamique, avec beaucoup de besoins, de questions. Comment vous accompagnez la mairie de Moreuil et comment vous percevez, vous, les besoins? Alors, par plusieurs canaux. Le premier canal, c'est les coups de téléphone qu'on reçoit des associations par rapport à un besoin réel sur un moment donné, que ce soit sur, j'ai reçu sur le RGPD, dernièrement c'était l'association des parents d'élèves sur est-ce qu'on on est obligé d'avoir un téléphone dans notre local, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. Et puis aussi certains besoins où on a vu qu'il y avait une méconnaissance de certaines structurations, comme aller demander des subventions autres que la mairie. Donc, on les oriente, on essaie d'être au plus près de leurs besoins et aussi au plus près du besoin de la commune, puisque la commune, comme le dit M. Demouy et Mme Carrel, c'est qu'il y a des questions qui arrivent, il y a des process qui sont des fois bien faits, comme les demandes de subventions ou pas, et en fin de compte, on essaie d'orienter, j'essaie d'orienter les associations vers le bon côté des choses et que tout doucement, les amener à se responsabiliser, à être un peu plus clair au niveau de leur statut. Et voilà, et tout doucement, ça marche, puisque on a déjà travaillé sur une dizaine de statuts et sur des demandes de subventions autres qu'à la mairie. Un exemple sur le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, et j'étais agréablement surpris que plusieurs associations de Moreuil, pour une fois, avaient demandé ce fonds et avaient reçu des subventions. Donc, c'est toujours valorisant et intéressant de travailler sur des dossiers vraiment diversifiés. On voit du statut à la demande de subvention pour l'État. C'est assez diversifié et très intéressant. Demande de subvention, j'imagine, à l'appui de projets, c'est ça? Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Non, c'est des demandes de subvention. On remplit un dossier qui est assez conséquent. On l'argumente, voilà, on demande une certaine expertise, il me le renvoie, je le complète pour voir s'il ne manque pas des choses et derrière, après, ils peuvent l'envoyer. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif entre la commune, l'association et l'URACEN sur ces dossiers-là. Donc, on voit bien qu'il y a tout un axe qui est en lien avec le fonctionnement, les procédures, les formalités, et un autre qui est plutôt en lien avec le développement de projets, leur financement. Dans ce cadre-là, vous accompagnez à la fois sur du sur-mesure, mais vous délivrez aussi un certain nombre de formations, Carlos, et sur quel domaine elles portent précisément? C'est plutôt finalement une formation type BABA comme vous avez l'habitude de le faire, ou est-ce qu'il y a aussi des enjeux, vous parlez beaucoup de financement, est-ce que ça, par exemple, c'est un sujet au cœur de vos modules de formation? Oui, alors nos formations, il y a le BABA, le loi 1901, quoique la loi 1901, c'est très complexe, mais il y a aussi des formations techniques sur, un exemple, le RGPD, sur les financements, où on a fait une formation il y a peu de temps sur Moreuil, sur la comptabilité de base, mettre en place une comptabilité de base, ce qui est très important pour certaines associations qui n'utilisent pas de logiciel de comptabilité. Comme le dit M. Demouy, il y a beaucoup d'associations où ils sont 2, 3 personnes, et donc il faut mettre en place cette comptabilité. Et puis, vous avez d'autres formations sur la tenue d'une réunion, ce que c'est qu'une AG, etc., etc. Donc, non, on peut partir de la formation vraiment de base, entre guillemets, mais il n'y a pas de formation de base, toutes les formations sont importantes, pour aller sur des formations très, très techniques. Et ça, on le fait aussi, oui. Et quel retour vous pouvez avoir de vos associations
accompagnées sur ces sujets-là, elles sont plutôt satisfaites de pouvoir avancer, j'imagine. Étant donné que quand on fait des formations, il y a du monde, c'est qu'ils plaisent et que derrière, les retours sont bons. Non, les retours sont bons puisque j'ai des petits mails, merci pour ce que vous avez fait, c'est sympa. Voilà. Et puis, la commune de Moreuil aussi elle me le dit, voilà, l'accompagnement que fait l'URACEN sur la commune est intéressant puisqu'il y a des retours. Et des bons retours. Merci, Carl. Madame Carrel, Monsieur Demouy, on sait que quand une collectivité s'engage, vous parliez tout à l'heure de prêts de locaux communaux ou d'autres types d'aides financières notamment qui peuvent intervenir. Finalement, il y a une responsabilité aussi de la collectivité dans la mesure où elle doit s'assurer que les associations auxquelles elle contribue respectent les normes juridiques, sociales notamment. C'est un vrai souci pour vous. C'est un point de départ au service des associations pour comment vous voyez les choses sur ce sujet-là? On a l'exemple en ce moment avec le Covid. C'est vrai qu'au niveau des conventions, au niveau de l'arrêté où on ferme là en ce moment les bâtiments, enfin, c'est vrai qu'on a des exemples là où ils nous posent beaucoup de questions par rapport à ça en fait. Donc c'est pas évident pour elles en fait. Et plus globalement, il y a un souci, j'imagine, du maire, des élus, des services municipaux pour s'assurer de la bonne conformité de leur démarche. Comment les élus travaillent ce point-là? C'est vrai qu'en haut de l'échelle, il y a forcément le maire qui est responsable puisque c'est lui qui met à disposition ses locaux, mais il ne s'agit pas de se désolidarité de cette responsabilité ni de faire porter le chapeau aux associations, mais c'est vraiment dans un travail de co-responsabilité, de partenariat, où on les aide justement à prendre en compte toute la complexité de la responsabilité du monde associatif pour justement que tout soit cadré le plus possible en fait. Vous m'avez parlé pendant qu'on a préparé notre entretien de la satisfaction que vous aviez avec, j'allais dire, la réactivité, en tout cas, effectivement, le dynamisme dont a fait preuve l'URACEN sur votre territoire, et notamment de la RGPD. C'est ça, hein, vous m'en avez touché quelques mots. Comment ça s'est déroulé? Vous avez fait part simplement de votre besoin à Carlos et il vous a proposé quelque chose sur mesure, c'est ça? Voilà, tout à fait, hein, puisque en plus c'était un sujet d'actualité, mais pas forcément compris par tous. Et très rapidement, l'URACEN a été en mesure de nous proposer quelque chose. Et ils sont même parfois force de proposition sur des sujets d'actualité. On l'a vu avec le process Covid actuellement. Donc, un simple échange de mails, on se cale une réunion, une date, et puis on communique directement aux associations. C'est même l'URACEN qui prend la main pour s'adresser directement aux associations avec notre aval. Et puis après, nous, on relance et on valorise un petit peu ce service. Voilà. Et après, les associations qui prennent contact directement avec l'URACEN, on les encourage aussi dans ce chemin-là, tout à fait. Alors, vous en avez parlé, le contexte de la crise du Covid-19 est assez particulier. Ces webinaires permettent aussi d'échanger des bonnes pratiques entre les différents territoires. Comment vous, vos associations essayent de garder le lien pendant cette période? Alors, c'est très variable, hein, puisque les associations de retraités se mettent un petit peu en sommeil, puisque ce sont déjà des personnes à risque, entre guillemets, et puis c'est des activités où on propose des sorties, promenades culturelles, touristiques et autres, donc forcément les points de chute sont fermés éventuellement. Et puis après, il y a d'autres associations qui essayent de garder un petit peu le contact avec les adhérents, mais bon, c'est assez complexe, assez compliqué en ce moment. Avec un peu de digital pour essayer de continuer à garder des collaborations ou des moyens d'échange d'informations, j'imagine. Tout à fait.
On accueille également aujourd'hui Madame Demaille. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. la coordinatrice de l'association Harmonescence. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer le travail que mène cette association au quotidien, comment elle est née, peut-être aussi l'origine de cette association? Alors en fait, cette association est née de constats de terrain, puisque nous mettons en œuvre des actions qui ont pour vocation l'insertion socio-professionnelle de publics en difficulté. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les personnes dans diverses démarches, notamment qui concernent la levée de freins qui gênent l'insertion professionnelle. Sachant que dans ce type d'action, nous avons également un volet plus spécifiquement lié au chèque emploi service universel. C'est-à-dire que, au-delà des démarches d'insertion professionnelle, insertion sociale et professionnelle globale, nous mettons effectivement en place des interventions qui concernent le chèque emploi service universel, à savoir, nous avons pour vocation d'aider, d'accompagner, de renseigner les personnes qui ont besoin d'informations sur le dispositif et qui ont besoin d'être accompagnées effectivement dans certaines démarches administratives. Mais nous faisons aussi un lien entre des particuliers qui recherchent quelqu'un pour intervenir à domicile avec des personnes qui ont déposé une candidature chez nous et que nous avons appris à connaître le temps passant. Donc, on en a une idée de quel est leur profil, on a évalué leurs compétences dans tel ou tel domaine et on est en mesure de soumettre leur candidature auprès de particuliers qui font appel à nos services. Voilà globalement et schématiquement qui nous sommes. Donc, pour qu'on comprenne bien, c'est une association qui met en lien des demandeurs et des offreurs, entre guillemets, et qui agit sur les emplois à domicile ou les services à la personne d'une manière générale, c'est ça? Globalement, oui, mais pas que. Mais effectivement, notre cœur d'activité, le démarrage de l'association, enfin, en tout état de cause, lorsque l'association a été créée, il n'y avait qu'un seul et même projet qui a été mis en œuvre et qui concernait spécialement le chèque emploi service universel. Et là, nous faisions que du lien et de l'information, de l'accompagnement aux démarches. Et depuis quelques temps, grâce à des financements obtenus, nous avons pu développer un autre axe qui était important et qui était un accompagnement socio-professionnel plus important des publics, de manière à apporter des réponses encore plus avérées et pérennes. Alors, merci pour toutes ces informations. Vous opérez, on va dire, dans les 25 km aux alentours d'Abbeville, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Physiquement, oui, c'est-à-dire que nous sommes en capacité d'orienter des publics qui recherchent un emploi vers des particuliers au domicile de particuliers sur un rayon de 20 à 25 km alentour d'Abbeville. Mais il n'est pas rare que nous recevions des appels de personnes qui dépassent très largement l'arrondissement d'Abbeville, le département, même la région, pour des personnes qui ont besoin d'informations et qui trouvent nos coordonnées sur Internet et qui nous interpellent pour une problématique liée au CVU en l'occurrence. Très bien. Donc, vous avez réussi à développer encore davantage cette association pour dépasser, j'allais dire, cette activité CESU et avoir une autre branche qui a pu se développer grâce à des financements nombreux, villes, régions, agglomérations, États, départements, pour porter donc l'effectif permanent à 2 salariés. Et vous avez aussi un certain nombre de bénévoles, c'est ça? Absolument, pardonnez-moi. Justement, un bénévole de notre président s'en va, je le salue si vous le permettez. Oui, effectivement. Cette association, en fait, ne serait très certainement plus là si on n'avait pas un bénévolat qui était vraiment aussi important. Sachant, deuxième bénévole qui part, excusez-moi. Pardon, je suis désolée, monsieur le direct. Effectivement, donc, comment je peux expliquer ça? Les bénévoles, en tout état de cause, sont importants parce ils encouragent, en tout cas pour ma part, j'étais longtemps seule salariée de la structure, et leur présence et l'aide qu'ils ont pu apporter sur certains actes de développement de l'action, comme la communication, comme l'accueil du public ou les permanences téléphoniques, c'est des situations qui encouragent, quand vous êtes submergé de travail, à poursuivre votre activité et à essayer de la développer. Bien sûr. Et la spécificité, vous me disiez que vous aviez une vingtaine de bénévoles réguliers, une quarantaine au total qui viennent ponctuellement donner des coups de main à l'association, et parmi ces bénévoles, d'anciens bénéficiaires.
Tout à fait, ou des bénéficiaires en cours, tout à fait. Alors, disons que dans le fonctionnement propre de l'association, nous essayons aussi de faire en sorte que les personnes qui bénéficient, entre guillemets, des services de la structure ou qui sollicitent nos services soient intégrées dans le fonctionnement et le développement de l'association. Parce que, comme je le disais en préambule, l'association a été créée à partir de constats de terrain et l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes pour qui elle a été créée puissent être acteurs de leur propre réponse également. Donc, voilà, on incite, bon après on incite, on n'oblige pas non plus, hein, mais on s'aperçoit aussi que beaucoup de personnes sont vraiment intéressées aussi pour apporter un peu de leur temps, parce que c'est du temps, c'est une organisation de travail, si on rencontre d'autres personnes, non seulement on vérifie qu'on a des compétences, mais on les fait valoir, et en outre on lit et on tisse des liens sociaux qui sont vraiment importants et que l'on peut constater pratiquement au quotidien ici aussi. Ouais. Donc, pour aller chercher ce développement, obtenir un deuxième poste pour développer l'association et les services qu'elle rend à ses usagers, vous avez notamment été accompagné par Uracen. Tout à fait. En quoi ils vous ont apporté quelque chose dans votre projet et dans votre développement, du coup? Mais disons qu'en fait, nous avons rencontré l'Uracen dans le cadre d'une action dans le cadre d'un développement de notre activité pour la création d'un deuxième poste, puisque nous l'avons rencontré dans le cadre du CREAP. Donc, l'action qui est mise en œuvre par la région pour la création d'un second poste. Et c'est vrai que nous avons rencontré Carlos Lopez, qui est venu sur place, qu'on a pu donc rencontrer, avec qui on a échangé et qui a su imprégner du fonctionnement de notre association, de nos besoins et nous aider à monter le dossier en fonction de notre réalité et des perspectives que l'on visait. Et donc, c'était un premier contact qui s'est déroulé effectivement, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans. Et depuis, effectivement, on a appris à connaître l'Uracen parce que c'était une structure que l'on connaissait, mais que de nom. Nous n'avions pas véritablement mis en œuvre de travail effectif avec l'Uracen. Mais depuis, nous avons des contacts réguliers et nous savons que si nous avons une préoccupation sur un sujet ou un autre, on peut appeler, on peut envoyer un mail et on aura quelqu'un de très réactif qui saura nous répondre. Et ça, c'est très plaisant à tous les niveaux, hein, que ce soit pour des interrogations basiques ou tout bonnement aussi pour certains axes que l'on souhaite mettre en œuvre dans le développement de nos projets, si on a une préoccupation au niveau juridique, si on veut vérifier véritablement le bon sens dans le cadre administratif et légal de notre action, on sait que Carlos Lopez saura nous répondre à un moment ou à un autre, parce qu'il a appris aussi à connaître notre association, et là, c'est aussi un autre élément important. Donc, les axes forts, c'est plutôt les soucis d'ordre administratif, les réglementations juridiques, le droit social, les aspects organisationnels, comme ça, une espèce de rôle, j'allais dire, pour l'Uracen, d'apporter des choses concrètes et fiables. C'est ça un petit peu quelque part qui… Oui, on peut dire comme ça. Nous avons aussi la chance sur Albi d'avoir un service dédié aux associations qui est très présent. Donc c'est vrai qu'on a les deux pendants. On a le pendant purement local qui est effectivement en mesure de nous apporter un certain nombre d'aides et une autre structure type Uracen par laquelle on se tourne lorsqu'on a des préoccupations plus liées à l'organisation globale de notre fonctionnement et de la structure, on va dire. Mmh. C'est la possibilité d'avoir les réponses assez rapidement et facilement, a priori, qui fait que vous appréciez cet accompagnement. Il y a une réactivité qui est intéressante, qui est utile et intéressante. Vous me disiez quand on a préparé l'entretien que vous aviez encore plein de projets, que vous fourmiliez d'idées. C'est quoi les prochains épisodes, les prochains actes de développement pour votre association Harmonescence? Alors, le gros du souci, c'est forcément de trouver les financements qui vont avec les idées que nous avons. Et en fait, on est vraiment confronté à une difficulté qui, le temps passant, semble prendre une autre dimension. Mais on a un fonctionnement qui est un petit peu à part. Et on réfléchit des solutions à partir des besoins et des situations constatées sur le terrain. Et après, notre grosse difficulté, c'est de réussir à mettre en phase notre réflexion et nos constats avec des appels à projets qui ne correspondent pas forcément toujours très très bien avec ce que l'on
ce que l'on veut mettre en œuvre. Donc c'est vrai que, comment dire, on a vraiment un gros souci et une grosse perspective. Enfin, on s'attache beaucoup à tout ce qui tourne autour de l'emploi, c'est un fait. Et on veut partir et on veut vraiment mettre en évidence que ce ne sont pas parce que, enfin, ce n'est pas parce que les personnes n'ont pas de diplôme, pas de qualification qu'elles n'ont pas de compétences à faire valoir. Or, voilà, on a des idées en tête, mais le problème, c'est qu'il y a une organisation dans la gestion des emplois parfois qui ne facilite pas forcément les démarches, en tout cas, qui nous met un petit peu en marge par rapport à cette réalité-là. Eric, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage l'emploi, on est quelquefois tourné vers d'autres types d'activités dans les associations du Racen. Hein, on est sur des logiques où on est plutôt sur du culturel ou de l'éducatif. Là, cette question de l'emploi, elle est aussi au cœur des actions du Racen. Tout à fait, comme le citait Madame Demaille, pardon. Donc, l'Uracen développe en fait deux types d'accompagnement, donc concernant les salariés et aussi des formations concernant donc les salariés et les bénévoles, bien sûr, des associations. En termes d'accompagnement, comme vous l'avez cité, Madame Demaille, c'est informer, vous accompagner, car nous sommes référents pour le Conseil régional des Hauts-de-France pour le dispositif donc créable, donc pour favoriser l'emploi associatif, que ce soit pour le montage du dossier, l'accompagnement, l'évaluation donc à mi-parcours et le bilan à la fin du dispositif pour aider à pérenniser donc cet emploi associatif, première chose. Deuxièmement, notamment pour les compagnies théâtrales, donc nous avons un service d'édition de fiches de paie. Nous sommes tiers de confiance donc pour l'URSSAF pour justement permettre à ces associations de bénéficier d'un service donc d'accompagnement comptable et juridique donc pour gérer donc leurs salariés. Et c'est aussi ensuite d'autres formations au-delà de l'accompagnement que je viens de citer, d'autres formations justement sur comment aussi animer une équipe de salariés, comment gérer et passer d'une équipe de bénévoles à une équipe de salariés. On retrouve donc bien les deux aspects que nous développons aussi au niveau des collectivités, la partie accompagnement, expertise et mise en réseau et la partie formation. Merci Eric. Carlos, lors de notre précédent webinaire, un des intervenants a plutôt bien résumé les choses en disant que Uracen, c'était un tiers trait d'union entre ce triangle collectivité, association et tiers de confiance, trait d'union pour galvaniser cette vie associative, cet engagement citoyen. Bien sûr qu'il y a les formations sur lesquelles on est plutôt habitué à connaître Uracen, mais finalement ce conseil personnalisé aux associations, il représente quelle part de votre activité aujourd'hui? Il représente une grande part de notre activité, puisque aujourd'hui, Uracen, c'est aussi l'expertise. Donc, quand on dit expertise, c'est aussi tout le conseil que peuvent demander les associations. Comme vous l'avez entendu, avec l'association Harmonisance, c'était un conseil sur l'emploi, sur le juridique, un peu de RH. Ouais, il y avait tout. En grosso modo, on travaille vraiment par rapport aux besoins des collectivités ou de ces associations qui nous le demandent. Être le trait d'union, oui, nous sommes le trait d'union entre une collectivité qui, par ses dossiers de tous les jours, est des fois un peu surmenée, et surtout en ce moment, et on peut être le trait d'union entre la collectivité et les associations. Et pour une association, des fois, on est ce trait d'union qui peut être entre eux et cette machine qui peut être administrative au niveau d'une région, d'un État pour certains dossiers ou pour faire sortir des fois ou faire émerger certaines idées et trouver des solutions pour les faire émerger et pour y arriver. En l'occurrence, Harmonisance, ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, et des fois ils me font appel pour que je puisse trouver des solutions.
qui puisse leur ouvrir certaines portes. Et c'est aussi ça, l'Uracen, c'est vraiment essayer de trouver des solutions, apporter une expertise et une aide, que ce soit aux communes, mais aussi aux associations. Est-ce que vous avez, Carlos, des exemples d'initiatives associatives comme ça qui ont eu du mal à se structurer ou qui, pour un souci organisationnel ou de montage de dossiers, etc., de beaux projets qui n'ont pas pu se mettre en place dernièrement? Oui, des exemples, j'en ai. Alors, des dossiers qui n'ont pas pu se mettre en place, oui, bon, je peux vous donner un exemple. Des points de vigilance, les écueils dans lesquels vous incitez les uns et les autres à ne pas tomber? Déjà, il faut s'accrocher. Moi, je le dis toujours. Dernièrement, je discutais avec une association de l'Oise, une association qui fait des festivals et qui, par rapport au Covid, aujourd'hui, était très mal en termes structurels, puisque les adhérents partaient les uns après les autres. Et ce qu'on a fait, on les a aidés à mettre en place, grâce aussi à l'équipe URSM, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, il y a aussi Jérémy, Karima et Thomas. Et grâce à ce que fait Jérémy, au conseil que m'a donné Jérémy s'occupe beaucoup de la communication au niveau de l'URSN, à leur donner et à leur faciliter la communication avec leurs adhérents pour pas que cette association, qui est une très grosse association au niveau de l'Oise, puisse disparaître. Après, voilà, ça c'est des points. Il y a aussi dans la Somme où une association se demandait comment garder son emploi. Le président ne savait pas comment faire pour garder son emploi, mettre en place le chômage partiel, comment il fallait faire, les dossiers, etc. On ne leur a pas fait les dossiers, mais on leur a expliqué comment il fallait faire, où il fallait téléphoner. Et voilà, l'emploi est toujours là et voilà, il est sauvegardé. C'est des petites choses comme ça qu'on fait et que, toutes ces petites choses-là font que l'Uracen peut donner vraiment des conseils d'expertise sur divers domaines. Alors, c'est vrai qu'orienter les associations vers les bons interlocuteurs avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, des aides de l'État, de la région, des communes, voire des agglos, etc., c'est vrai que c'est évident. Est-ce que vous sentez aussi une évolution vers le numérique avec cette crise du Covid, peut-être? Oui, alors, on parlait de formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'URACN, on a beaucoup de formations présentielles et ce que j'avais dit, c'est que si on ne peut pas mettre en place la formation présentielle, l'URACN va mettre en place les formations webinaires. On le fait déjà. On va commencer à monter en compétence au niveau de la Picardie sur ce sujet, sur l'ex-Picardie sur ce sujet. On a commencé la semaine dernière. Il y a déjà d'autres formations qui sont mises en place. Et en l'occurrence, au mois de décembre, si je ne peux pas mettre en place la formation, parce que je dois faire une formation Covid, les gestes barrières et comment garder ses adhérents au niveau de la commune de Moreuil, si je ne peux pas la mettre en place en présentiel au mois de décembre, ça sera une formation webinaire qui sera faite. Donc c'est vrai que là, par rapport à la situation du confinement, oui, on est en train de prendre ces formations numériques à bras le corps et on est en train de les mettre en place. Merci, Carlos. Éric Mick, du coup, on a l'impression que ça se développe, ça ne s'arrête plus. Jusqu'où peut aller l'Uracen? Sur l'aspect numérique qui est d'actualité, on va dire, en cette période, donc c'était l'un des axes de développement justement du mode d'action de l'Uracen. On a donc notamment mis en place ces webinaires à destination donc, des collectivités, donc des différents départements de notre région des Hauts-de-France. Nous allons aussi proposer, outre ces 3 webinaires, donc des rencontres virtuelles régulières. Et la première aura lieu semaine prochaine. La communication va partir dessus justement pour permettre aux élus ou aux agents territoriaux qui ont en charge donc la gestion et le développement de la vie associative d'échanger, que ce soit sur des thématiques généralistes ou sur des thématiques précises ou d'un format, on va dire, court de 30-40 minutes où chacun pourra s'exprimer.
pense que c'est important qu'en cette période encore plus, donc il convient de renforcer et de développer le lien qui nous unit. Ça, c'est une chose pour les collectivités, aussi pour les associations, donc, qui sont aussi nos utilisatrices. Donc, nous avons lancé dès la semaine dernière donc, les rendez-vous du mardi 11h. Ce n'est pas le petit café ou c'est le café numérique de 11h, où sur le même format, en fait, les bénévoles des associations donc, adhérentes de l'Uracen ou membres des collectivités adhérentes qui diffusent l'information auprès de leur association locale peuvent discuter avec les membres de l'équipe de l'Uracen sur toute question d'actualité qui concerne donc leur association. Ça permet d'avoir ensuite une offre de formation qui colle le mieux aux attentes et à l'actualité de terrain. Concernant les formations, ce que vient de citer Carlos à l'instant, toutes les formations qui étaient prévues en présentiel pour le mois de novembre ou pour les mois qui viennent, en fait, à chaque fois, lorsqu'une formation est annulée, notamment celle du mois de novembre, à chaque fois, donc, l'équipe Uracen propose à la collectivité de la proposer en mode donc, numérique, donc en termes de visio, quand c'est possible. Parfois, les communes donc, acceptent, c'est le cas, on va dire, très souvent. Parfois, les communes préfèrent attendre et de faire le point en décembre si la situation évolue favorablement. Donc, clairement, on a appuyé donc, sur l'accélérateur pour accélérer notre transformation, notre digitalisation, comme c'est un mot que nous utilisons souvent à l'heure actuelle. On va donc aussi proposer un certain nombre de modules très courts sur des questions essentielles donc, pour la vie associative qui seront disponibles, même chose, soit pour nos collectivités adhérentes ou pour nos associations adhérentes. Concernant les collectivités, il est clair que nous avons une demande qui est nouvelle aussi, de développer un accompagnement sur tout ce qui est création d'espaces collectifs associatifs. Ça peut être des MDA, des maisons des associations, qu'elles soient locales, municipales ou qu'elles soient associatives. Donc, ça peut aussi être sur l'organisation des assises de la vie associative. De plus en plus de collectivités en fait, souhaitent développer, et d'ailleurs, M. Demouy, c'est ce que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, donc un partenariat encore plus fort entre la collectivité et le monde associatif. Ça peut être parfois des contrats de développement de l'association, donc avec l'organisation d'assises de la vie associative, la mise en place d'une charte de la vie associative. Ces différentes thématiques, donc l'Uracen avec deux partenaires expertise est là pour accompagner les communes donc pour le développement de leur vie associative locale. Vaste projet en perspective, merci. Pour clôturer notre webinaire, je souhaiterais demander à chacun d'entre vous, en tout cas à chacun des intervenants, si vous deviez convaincre un père, un équivalent, un confrère, donc soit un élu, soit un coordinateur en mairie, soit un responsable associatif. En quelques mots, comme ça, qu'est-ce que vous lui direz pour l'inciter à se rapprocher d'Uracen? Je propose à Madame Carrel de commencer, par exemple, puisque j'ai pas écorché son nom de famille cette fois-ci. Simplement brancher le micro, oui. On vous entend pas. Madame Demaille, vous voulez bien prendre le relais pendant qu'on branche le micro pour Madame Carrel et Monsieur Demouy? Ça yoyote, c'est bon. Ça, c'est bien, voilà. Donc, que dire À une autre association, que diriez-vous? Disons qu'en fait, je pense que ce qui est important, c'est la relation que l'on noue avec la personne. Au-delà d'un organisme, c'est aussi la personne qui la représente qui est importante, à mon niveau et à mon sens. Donc déjà, c'est un premier élément. Après, on peut effectivement faire part de notre expérience qui est tout à fait satisfaisante et on ne peut qu'encourager les personnes qui pourraient avoir des interrogations particulières ou ont besoin d'une aide à effectivement interpeller l'Uracen dans la personne de Carlos Lopez en l'occurrence. Réactivité, le côté, de toute façon, au niveau de l'association, nous sommes très pro-humain, on va dire.
Donc c'est vrai qu'au-delà des compétences, il y a effectivement, que je disais à l'instant, la relation que l'on noue avec l'interlocuteur qui est essentielle. On a beau avoir face à soi quelqu'un qui va avoir les compétences, et si elle n'a pas le feeling pour faire passer les infos, ça n'aura peut-être pas tout à fait le même impact sur les personnes auxquelles elle s'adressera. Donc nous, on n'a qu'une expérience positive et on ne peut que la valoriser dans ce sens-là. Et après, je pense que c'est aussi tout à chacun de faire sa propre expérience en fonction de qui il est et de ce qu'il attend. On a une petite question qui s'adresse à vous, donc je vais me permettre de vous la poser tout de suite. Ah. À quel moment vous avez lancé le premier salarié? C'est souvent une étape compliquée pour une asso de se dire on va lancer un projet pour salarier quelqu'un de manière permanente ou même à mi-temps. Comment ça s'est passé chez vous? Ben, ça a été un parcours qui a duré 1 an. Donc, en fait, le premier salarié, c'est moi qui l'ai été, puisque je suis à l'initiative, effectivement, de l'association. Et pendant 1 an, j'ai travaillé le projet, j'ai sollicité des financeurs potentiels. Et à l'époque, on a pu bénéficier d'une aide de l'Europe pour vérifier la faisabilité, la viabilité et la pertinence du projet. Et ensuite, les choses se sont installées et ça a été une longue bagarre, et ça reste une longue bagarre pour continuer à pérenniser le poste et l'action. Et l'association est en action. Mais comme toute association, en fait. Je pense que rien n'est jamais Carlos, la combativité reste un élément essentiel pour les associations, c'est sûr. Ah, c'est clair, bien sûr, effectivement. Tout est bien compliqué. Enfin, c'est pas simple tout le temps. Voilà. Monsieur Demouy, de votre côté, vous prodigueriez quel type d'encouragement à se rapprocher du Racen pour un autre élu qui ne connaîtrait pas forcément les services? Bon, apparemment, il y a un petit souci technique, c'est pas grave. On va pouvoir passer à autre chose. Eric, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment une commune devient adhérente à du Racen? Ah, Maxime, vous avez changé monsieur Demouy, il vous faut le bureau, il n'y a pas le son. configuration. D'accord. Alors, monsieur Demouy, je reviens sur vous, excusez-moi. Quel conseil vous prodigueriez à un autre élu qui ne connaîtrait pas forcément l'Uracen, mais qui s'interrogerait sur le bien fondé de cette collaboration? Sur quoi vous insisteriez? Ah, je vois que vous avez été rejoint. Voilà, c'est la magie du direct. On a changé de studio parce que voilà, les moyens mis à disposition par Uracen sont pléthoriques. Donc, on a plusieurs studios. On est en webinaire, mais en direct. Je vais laisser répondre Madame Ferrel par rapport aux associations. Et puis, je compléterai vis-à-vis des élus. Ce qu'on dirait aux associations pour qu'ils aillent vers Uracen. Ah, bon, déjà, je valoriserai l'association déjà, la faire connaître déjà, et puis comme c'est assez diversifié, c'est vrai que on aurait pas mal de choses à leur montrer pour qu'ils puissent justement demander les renseignements et être curieux justement de cette association-là en fait. Et je pense que déjà, ça se fait. Enfin voilà, on a déjà le cas où il y a quand même pas mal d'associations qui sont intéressées de cette association-là. Donc voilà, valoriser l'association en fait. Surtout. Et puis vis-à-vis des élus, moi ce que je voudrais donner. Ouais. Vis-à-vis des élus, moi, le message que je voudrais dispenser, c'est de dire voilà, il faut oser aller vers l'Uracen et oser ce partenariat. Parce qu'au départ, quand on vous présente une association au service des associations, ça va rien vous coûter, c'est un service gratuit, etc. Enfin, moi, je l'ai vécu déjà en tant que en tant que président d'association, on dit bon, qu'est-ce qu'ils viennent me vendre comme service? On a déjà la tête sous l'eau, on est submergé par les obligations associatives et on trouve un peu bizarre dans ce monde hyper financier privilégiant l'intérêt individuel, etc., que quelqu'un vienne à notre service pour nous aider au quotidien à gérer les associations. Et en tant qu'élu, c'est d'autant plus vrai que justement, nous, on est amené à répondre à des tas de questions vis-à-vis des associations auxquelles on n'a pas forcément les réponses. On doit aussi proposer des plans d'action, on doit donner des subventions alors qu'on n'a pas forcément les ressources. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'autres possibilités offertes aux associations et que Uracen peut très bien se faire ce relais-là, nous accompagner dans l'ensemble de ces dossiers. Donc c'est vraiment de dire
oser rencontrer Uracen, oser s'entretenir avec eux et puis exposer vos projets, vos idées. Et puis, c'est par l'échange qu'on avance. Donc voilà, nous, on est très contents de cette prestation. Et puis, alors, on avait la chance de pouvoir se connaître, etc. Mais nous, on est arrivé vraiment aux commandes en disant, on va pas, déjà, c'est un principe, on va pas casser quelque chose qui fonctionne, d'accord? Et si c'est quelque chose qui amène autant pour le monde associatif, pour les habitants de la commune que pour la collectivité, on a tout à y gagner. Chacun a quelque chose à tirer de ce partenariat. Merci beaucoup, Monsieur Demouy. Éric Milk, je vous laisse le mot de la fin. C'est ça le secret de la vie associative, c'est d'oser? Oser déjà répondre à votre question, si tu te permets, Maxime. Donc, comment une commune peut adhérer à Uracen? Tout simplement, il faut une délibération du conseil municipal. Et ensuite, donc, la demande d'adhésion est ensuite validée par le conseil d'administration de Uracen. Et c'est la même chose donc, pour une association, délibération du conseil d'administration de l'association et ensuite approbation donc, de cette demande d'adhésion par le conseil d'administration d'Uracen. Donc, le mot de la fin, simplement, comme je le dis souvent, ce sont nos adhérents, collectivités ou associations qui parlent le mieux de l'Uracen. Dire simplement que l'Uracen est à votre service et le restera pour de très nombreuses années. Et merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et on vous donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux pour découvrir en replay ce webinaire et nos différentes offres de formation et notre offre d'expertise et d'accompagnement pour le développement de la vie associative dans notre belle région des Hauts-de-France. Très bien, merci. Je remercie à la fois Madame Demaille, bien sûr, Madame Carret, Monsieur Demouy et bien sûr Carlos également. Merci d'avoir été présent avec nous et d'avoir partagé ce moment et à très bientôt avec Uracen.